Hey, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien, même si ça me fait extrêmement bizarre, pour beaucoup de raisons, de revenir sur YouTube. Déjà, c'est la première vidéo que je tourne dans mon nouvel appartement. Et aussi parce que ça fait genre 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Probablement bien plus que je n'ai pas tourné de vidéo face cam. Je vais pas vous mentir, c'est pas du tout lié à un manque d'envie de tourner des vidéos YouTube, bien au contraire. J'ai une liste d'idées qui ne fait que s'allonger. C'est juste que les idées s'allongent, mais le temps dans une journée, pas du tout. Bien au contraire, j'ai l'impression. Et en plus, de manière générale, dans l'actualité, il se passe beaucoup de choses qui me touchent énormément et dont j'aimerais traiter sur YouTube, mais qui demandent beaucoup de travail, que ce soit de recherche, de la façon dont il faut parler de certains sujets qui sont plus ou moins sensibles. Et pour le moment, le temps que j'aimerais y accorder, je l'ai pas à disposition. Et du coup, je me dis toujours, oui, mais est-ce que je peux vraiment revenir avec une vidéo un peu facile, un peu face cam, un peu légère? Et j'ai juste décidé qu'il était temps que j'arrête de me poser toutes ces questions et que si j'avais envie de tourner une vidéo un peu légère, ça m'empêchait pas de le faire et qu'après, je pourrais revenir avec une vidéo beaucoup plus travaillée dès que j'aurai un peu de temps. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je reviens pour un bilan culturel. C'est un type de vidéo que j'adore et j'ai l'impression qu'il vous plaît globalement bien. Malheureusement, vous vous en doutez, je ne peux pas vous parler de tout parce que ces derniers mois, j'ai vu, j'ai lu, j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai pas fait de bilan culturel depuis un moment et depuis, j'ai lu 17 livres, j'ai vu 13 films, j'ai regardé genre une dizaine de séries. Voilà, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas assez dans mon temps et dans votre temps pour parler de tout ça. Donc je me suis dit que c'était plus une occasion de vous parler des choses que j'avais vraiment aimées, qui m'avaient marqué, en espérant que ça vous donnera envie de découvrir tout ça. Trêve de blabla, j'ai envie de commencer avec les livres et je vais vous en présenter 5. Et je suis contente parce qu'il y a un peu de tous les genres, puisqu'il y a un manga, une BD, un essai et 2 livres. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est un livre que j'ai découvert en audiobook. Ça a été aussi pour moi l'occasion de découvrir ce format que je connaissais pas du tout. Et ça a été en plus ma première lecture de 2023, puisque ce n'est autre que La Faucheuse de Neal Shusterman. L'histoire se passe en Mid-Amérique, dans un monde un peu futuriste, puisqu'on est au milieu du 3e millénaire. Et c'est un monde dans lequel la maladie elle a été complètement éradiquée et en fait on peut plus mourir, à moins d'être sélectionné de manière aléatoire et d'être glané par un faucheur professionnel. Nous, on va suivre 2 personnages plutôt jeunes, puisqu'on va suivre Citra et Rowan, qui vont être désignés pour être des apprentis faucheurs. Ils en ont pas du tout envie, mais c'est pas comme s'ils avaient vraiment le choix, et ils vont devoir apprendre à donner la mort. Malheureusement, on va très vite se rendre compte que c'est peut-être pas si simple que ça, qu'il y a peut-être des enjeux politiques, etc. Et pour moi, ça a été vraiment incroyable, déjà parce que le gars qui faisait la voix de l'audiobook, il avait une voix, mais vraiment j'étais transportée dans l'univers et pour un premier audiobook, c'était juste incroyable. Je vais vous retrouver son nom. C'est Maxime Van Sanfort et je dois vous avouer que commencer avec cette voix en livre audio, j'ai juste envie de continuer toute la saga comme ça et j'ai un peu du mal à m'imaginer me plonger dans les pages sans cette superbe voix. C'est le premier tome d'une saga et j'avoue qu'en me plongeant dedans, je me suis dit bon, c'est un peu vieux de quelques années. C'était à l'époque où les dystopies young adult étaient super populaires, que c'était un peu tout cliché. On va voir, mais à mon avis, ça va pas révolutionner. Que nenni. Mais je me suis pris des claques de retournement de situation, de réflexion, mais j'ai vraiment été transportée dans ce monde. Je sais que je lirai la suite sans aucun doute. J'écoutais ce livre du matin au soir, vraiment, dès que j'avais du temps, je faisais ça, quoi. Donc, une très grande réussite. Ensuite, encore un livre, ou plutôt une BD qui est sortie il y a un petit moment maintenant et qui avait fait énormément parler d'elle à l'époque, c'est la BD Peau d'homme de Hubert au scénario et Zanzime au dessin. C'est une BD qui se passe en Italie, il me semble, au moment de la Renaissance. On va suivre Bianca, qui est une jeune fille de bonne famille, qui va se retrouver à pas vraiment avoir le choix de se marier. Et elle va devoir se marier avec l'homme que sa famille a choisi, Giovanni, un riche marchand, jeune, plaisant, qui a tout pour plaire. Bon, évidemment, Bianca, elle est pas ravie, jusqu'à ce qu'elle découvre le secret de sa famille qui possède une peau d'homme. Si vous connaissez le conte de Peau d'âne, vous vous doutez peut-être de ce dont il s'agit, mais c'est une peau que Bianca peut enfiler pour se transformer en jeune homme beau et homme. Et cette peau d'homme va lui permettre de visiter incognito le monde des hommes, de rencontrer son mari dans son milieu naturel et surtout de découvrir l'amour et la sexualité, j'allais dire dans un tout autre angle, mais juste de le découvrir tout court parce que c'était pas quelque chose avec lequel elle était familière.
Vraiment, ça va venir poser beaucoup de questions parce que la morale de la Renaissance, ça va faire ressortir des points. Est-ce que le plaisir, c'est quelque chose qui est réservé aux hommes? Comment on vit le désir, etc. Enfin vraiment, moi je m'attendais pas à un truc aussi profond en entamant ma lecture et je l'ai dévoré en une minuscule soirée. Vraiment, j'étais à fond dedans. Je trouvais que c'était super original. Le style visuel est assez particulier, mais j'ai grandement apprécié. C'était un peu jouissif de voir le parcours de Bianca au fur et à mesure. J'ai quand même une petite critique à émettre sur le fait que, on rappelle que pendant tout, Bianca est dans la posture d'un homme et qu'il n'y a aucune question sur son propre genre qui est posée. Et je trouve que ça aurait été cohérent juste de le faire parce que, vu les situations un peu cocasses qui se passent dans le livre, ça me semblait un peu évident. Ça n'a pas été le cas, ça n'a pas empêché que ce soit une très bonne lecture et je regrette pas du tout de m'y être plongée et je vous invite à le faire. Je comprends pourquoi ça avait eu un tel succès les dernières années. Une autre lecture un peu coup de cœur et à laquelle je ne m'attendais pas pour le coup, c'est Les Sentiments du Prince Charles de Liv Strömquist. Déjà, je savais même pas que c'était une BD. Ensuite, je m'attendais encore moins à ce que ce soit un essai féministe. Liv Strömquist, c'est quelqu'un qui va venir s'interroger en utilisant des exemples un peu de figures publiques, de Lady Diana, Whitney Houston, Bobby Brown et plein d'autres écrivains, politiques, philosophes, etc. Et qui va ajouter à ça des petits exemples quotidiens, des petites explications, des petites études, le tout avec un style graphique qui est bien particulier et bien à elle, et un sarcasme et un humour qui est juste poilant. J'ai utilisé l'expression poilante. Dans quelle année vis-je? Waouh, je suis en train de devenir une vieille dame. Je sais pas comment décrire cet essai, si ce n'est que c'est un voyage à part entière. Ça s'interroge sur l'amour, la sexualité, le rôle des femmes et des hommes, les relations de couple, l'hétérosexualité monogame, sur le partage des ressources, sur la société en fait de manière générale. Globalement, c'est un peu un plaidoyer pour la libération des femmes, des corps, des esprits. Et il y a une certaine fraîcheur parce que quand on lit, si on lit vraiment premier degré sans se poser les questions, on dirait qu'elle-même écrit de manière premier degré, en mode non, je réfléchis pas, c'est un peu naïf, tout ça. Mais non, évidemment que c'est pas le cas. Et ça, c'est très 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 fort. C'est replacer les relations au sein d'un contexte socio-culturel et je trouve que c'est assez important de le faire. Donc vraiment, je vous invite à lire cet ouvrage, c'est super original. C'est super particulier aussi. Les dessins au début, ça me rebutait un peu parce que je les trouve très moches, hein, je vais être tout à fait honnête. Mais finalement, on s'y attache au fur et à mesure. Bref, lecture suivante. Il faut que je vous parle d'un petit manga, puisque je me suis dit que si je voulais faire baisser ma pile à lire, c'était peut-être facile de commencer par les quelques mangas que j'ai en ma possession. Il faut savoir que je suis une personne qui adore les animés, qui adore ce genre de choses, mais qui a beaucoup de mal à trouver des mangas qui me plaisent et que j'ai envie de poursuivre. Et ben là, j'ai entamé une saga. Je peux vous dire, j'ai très 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 envie de lire la suite. Il s'agit d'Insomniac de Makoto Ojiro, qui est un manga slice of life dans lequel il se passe pas grand chose, tout va très doucement, mais c'est juste un petit bonbon qu'on déguste lentement après un bon repas pour conclure une soirée. On va suivre un jeune garçon qui est insomniaque, comme le nom de l'ouvrage l'indique, et qui, un peu par hasard, va se retrouver dans la salle d'astronomie de l'école et y retrouver une autre jeune fille qui est en train de dormir. Et il s'avère en fait que cette jeune fille est également insomniaque, et quand le garçon est plutôt associable, elle est assez sociable, et elle lui propose donc de rester faire comme elle la sieste ici, et il va s'avérer que d'une manière ou d'une autre, les deux vont plus ou moins s'apaiser et se permettre de dormir mutuellement. Et j'ai trouvé que c'était super joli. Et encore une fois, c'est pas l'histoire avec plein de rebondissements et tout, mais j'ai trop envie de lire la suite parce que ça fait du bien. Si vous aimez ce genre d'ouvrage ou que vous pensez peut-être pouvoir aimer, je vous invite à le lire. J'achèterai probablement le tome 2, peut-être à la Japan Expo de cette année. Je vais voir. Et on passe à une de mes plus récentes lectures qui a été une lecture que j'ai beaucoup appréciée, devant laquelle j'ai pleuré, il me semble. Et avant d'entamer ma petite dissertation à son propos, je préfère vous prévenir, il y a beaucoup de trigger warning. Si vous savez que vous êtes sensible à des sujets, vous pouvez vous renseigner. Donc, de quel livre je parle? Vous vous demandez. La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Ellino. C'est un livre dans lequel on va suivre l'histoire de Finn, qui est un jeune garçon qui a un peu du mal à remonter la pente, enfin même carrément du mal à remonter la pente depuis que sa mère est en prison. Il est un peu enfermé dans une spirale noire où rien ne va, etc. Jusqu'à ce qu'il rencontre un peu des énergumènes qui à première vue sont plus ou moins insupportables, mais qui finalement sont plutôt attachants et qui vont l'aider à se sortir de sa situation, à lui faire voir autre chose. Et vraiment c'était une trop belle histoire. C'était assez intéressant parce qu'il y a une temporalité différente qui au fur et à mesure du livre nous fait découvrir le passé de Finn, l'actualité. C'est des personnages qui sont tous très différents, qui ont beaucoup de problèmes dans leur vie, mais sans que ce soit
too much. Et je vous avoue que moi je l'ai commencé avec pas mal d'a priori, dans le sens où je voyais énormément d'avis positifs, mais je sais pas, j'avais l'impression que c'était pas un livre qui allait me transporter, me plaire plus que ça, et que j'allais juste le lire un peu en mode ouais, ok. Et en fait, bah, j'ai adoré, je l'ai dévoré et c'était trop bien. Si vous avez des a priori comme moi, je vous invite à passer outre pour vous plonger dans la vie de ces énergumènes, accepter peut-être de verser quelques larmes, de sourire aussi. C'est une très bonne conclusion et on va donc passer au film. Bon, je vous ai dit, j'ai vu 13 films depuis le dernier bilan culturel. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, c'est plus que ce que je voyais en un an au début de ma chaîne YouTube. Donc vraiment, il y a eu un petit glow-up de ma part. Et ça s'explique notamment par le fait que j'ai désormais un abonnement cinéma parce que, en fait, j'adore aller au ciné, mais ça coûte cher. Et un abonnement cinéma, c'est assez vite rentable quand on va au cinéma une fois par semaine ou quoi. Et je le rentabilise bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 films. Et encore une fois, je suis contente parce que c'est assez varié. C'est 4 films qui m'ont vraiment plus ou moins retourné, etc. Et en fait, il y a un film, 2 films d'animation et un documentaire, donc vraiment c'est un peu pour tous les goûts. Certains sont encore au cinéma à l'heure où je tourne cette vidéo. On va commencer par le documentaire, qui est un documentaire France TV, qui pour le coup je suis sûre est encore disponible. C'est un documentaire qui fait partie de la série La Fabrique du mensonge et c'est l'épisode sur le procès de Amber Heard et Johnny Depp et un peu le rôle des médias dans tout ça. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a plus d'1 an maintenant, c'était au printemps 2022 que ce procès hyper médiatisé a fait parler. C'était un procès entre 2 stars hollywoodiennes qui s'accusent mutuellement de violence conjugale, de diffamation, etc. C'est un procès qui, à l'époque, moi, m'avait beaucoup touchée. Et même aujourd'hui, quand j'ai vu ce documentaire, j'ai trouvé que c'était assez dur parce que ça a été un peu un énorme retour en arrière sur tout ce qui s'est passé au niveau de MeToo, etc. Et je dis ça sans même parler de est-ce qu'il y a eu violence conjugale ou pas, c'est plus vraiment la manière dont ça a été traité sur les réseaux sociaux, par les médias. Et c'est très fort parce que France Télévisions, dans ce documentaire, c'est exactement ce qu'ils font. Ils s'attardent même pas sur ce qu'il en est. Est-ce que oui ou non, il y a eu violence conjugale. Sachant que, je rappelle, c'était pas un procès à ce sujet, c'était un procès pour diffamation. C'est très différent. Mais bref, France Télévisions s'interroge vraiment juste sur la manière dont ça a été traité. Et c'est très bien fait. Je vous invite vraiment à le voir, surtout si c'est un procès que vous avez plus ou moins suivi. Surtout si vous avez un avis assez tranché sur la question aussi, parce que parfois, on se fait un peu avoir par ce qu'on peut entendre. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à en dire, parce que c'est vraiment un documentaire intéressant et à part vous dire de le regarder, je peux pas faire grand chose d'autre. Passons sur l'animé dont je voulais vous parler. C'est un super film que j'ai vu au cinéma, pardon. C'est le film Suzume de Makoto Shinkai qui est le réalisateur de Your Name et des Enfants du Temps. Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un film aussi beau. L'animation était vraiment trop belle, c'était tout doux, enfin un peu comme Your Name, etc. C'est des ciels qui sont hyper beaux, des couleurs qui sont hyper bien retranscrites, une émotion par l'animation qui est très forte et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que je retrouve dans les films du réalisateur. Au niveau de l'histoire, ça se passe dans une petite ville de Kyushu où une jeune fille de 17 ans va rencontrer un homme qui prétend devoir s'occuper de portes, je sais pas quoi. Bref, en gros, elle va le suivre, elle va ouvrir des portes et ces portes, c'est des portes à moitié spatio-temporelles qui font que ça déverse des trucs de malade sur la Terre, il y a des explosions, bim bam boum, des tremblements de terre, c'est la catastrophe. C'est vraiment le pire résumé de film que j'ai jamais fait, mais en fait je sais pas trop comment expliquer. L'histoire était trop bien, moi j'ai trop aimé, mais c'est même pas pour ça que je vous inviterai à voir ce film, c'est vraiment juste pour apprécier visuellement l'œuvre d'art que c'est. Et ensuite j'aimerais parler d'un film français. Wouh, cocorico. C'est un film de Jeanne Henry. Il s'agit du film Je verrai toujours vos visages. Vous en avez potentiellement entendu parler parce qu'il y a énormément d'acteurs et d'actrices connus. Leila Bekti, Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos. Et c'est un film qui traite de justice restaurative. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, mais c'est un concept qui existe en France depuis plusieurs années qui consiste à mettre en contact des personnes agressées avec des agresseurs. Bon, évidemment pas respectivement, quoi. Et dans ce film, on va suivre des personnes qui ont commis différents types de vols avec des personnes qui ont subi un homejack, un cambriolage, un vol à l'arraché, etc. Et ça va être cette rencontre régulière, ce travail, parce que vraiment c'est un travail, et en parallèle de tout ça, on va aussi suivre une autre jeune fille qui va rentrer dans ce processus de justice restaurative, mais sur d'autres sujets, notamment l'inceste et le viol. C'est le genre de film où vous voyez à la fin, quand il y a le générique, on entend des larmes dans la salle. Bon, on m'entendait probablement beaucoup, moi, mais on entendait d'autres pleurs, ok ? C'est assez violent comme film, non pas parce qu'il y a de la castagne, pas du tout, mais dans le sens, parce qu'il y a de la colère, il y a de l'espoir, il y a une évolution des façons de penser, il y a un travail de soi, il y a tellement de sentiments en fait
qui viennent nous choper aux tripes en fait. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est ça ce film. C'est un film qui se déroule non seulement dans les mots, dans les choses qui sont dites, mais aussi dans les silences, dans les larmes, dans les rires, dans les sourires échangés. C'était un concept que je connaissais pas, mais quand je suis sortie du cinéma, déjà je me suis sentie vraiment grandie. Je me suis beaucoup questionnée sur le fait de pardonner, etc. Et surtout, j'ai trouvé que c'était un concept qui devrait plus exister, ou en tout cas être présenté, parce que moi vraiment je savais même pas que ça existait. Et je trouve que c'est le genre de film qu'on a envie de faire voir aux politiques, aux personnes en prison, aux victimes, et juste pour redonner de l'espoir sur l'humanité, aussi bête que ça puisse paraître. Et c'est dur hein, comme film, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour terminer, une toute autre ambiance, puisque j'ai été voir tout récemment Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est un film d'animation qui suit un autre film d'animation Spider-Man que j'avais déjà vu. Honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin de le voir si vous avez la flemme avant d'aller au cinéma. Par contre, celui-ci, vous devez aller le voir. Vraiment, moi j'avais aimé le premier. Et là, je commençais à entendre beaucoup de retours élogieux sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Le film dure 2h20. J'ai pas respiré de tout le film. Je sais pas comment expliquer. Parce que je vais pas vous raconter l'histoire déjà, juste il y a un multiverse, donc plein de Spider-Man différents, voilà, dans des mondes parallèles, avec des lignes de temps parallèles, etc. J'en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire. L'animation, mais waouh, c'est le futur de l'animation. Alors ça n'a rien à voir avec l'animation de Suzume dont je vous parlais avant, qui est une animation type animé, type Your Name, etc., un peu classique. Là c'est de l'animation qui mélange plein de genres différents, qui est super stylé, c'est tellement intense, enfin vraiment... Même si vous aimez pas les trucs de super-héros, même si vous connaissez rien à Marvel, comme moi, même si vous vous dites je suis pas à 2h20 pour aller voir un dessin animé, mais j'ai quel âge? Déjà ne dites jamais ça, c'est super les dessins animés, mais surtout, vraiment vous regretterez pas, enfin, en fait j'ai l'impression que maintenant tous les films d'animation un peu qui se veulent de ce style que je vais voir, ils vont perdre de la valeur et être un peu sans goût quoi. Donc vraiment, s'il y a un film que vous devez aller voir maintenant au cinéma ce soir, parce que vous savez pas quoi faire, c'est ce film. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, je voulais faire revivre la catégorie série parce que je crois que dans mes derniers updates culturels, j'avais supprimé cette catégorie parce que j'en regardais plus trop, etc. Et si j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie en ce moment, c'est peut-être aussi parce que je suis tombée dans les K-dramas, les dramas coréens. Voilà, je l'avoue, je l'assume, j'en ai vu 6. Pour... l'explication, il y a quelques années, j'avais essayé les K-dramas sous les conseils d'une amie. J'avais testé un drama coréen qui était sur Netflix, je me rappelle même plus du nom. Et en fait, c'était genre un drama de 2011. Et en fait, je l'ai même pas fini parce que c'était le cliché des dramas coréens qu'on voit où genre ils se frôlent la main et là c'est musique, ralenti, waouh, c'est les émotions, etc. Et il n'y a pas vraiment d'histoire si ce n'est que waouh, ils se sont frôlés et voilà, ça. Moi, c'était l'image que j'avais des dramas coréens. Même si je savais que c'était pas que ça, mais comme c'était ma seule expérience, forcément, ça m'avait un peu biaisée. Et puis, je me suis dit, je sais que je suis typiquement le public qui va aimer. J'aime bien les romances et j'aime bien pleurer devant ce que je regarde. Du coup, forcément, ça allait me plaire. Et j'ai regardé, un peu par hasard, It's Okay to Not Be Okay. Comment vous dire que c'était une énorme claque et que ce K-drama a changé ma vision des K-dramas. Déjà, c'est une histoire qui est très différente de ce à quoi je m'attendais parce que ça traite de santé mentale. C'est un sujet qui, si j'ai bien compris, n'est pas souvent abordé en Corée du Sud et qui le traite avec une telle justesse, une telle beauté, une telle sensibilité que vraiment, j'ai lâché des larmes à tous les épisodes. En plus, c'est un genre super particulier parce que oui, il y a de la romance, mais c'est loin d'être le seul sujet. Il y a des moments où il y a presque un peu d'horreur, etc. Globalement, la série, elle est en genre 16 épisodes. Elle raconte l'histoire de Moon Gang-tae, qui est un aide-soignant dans un hôpital psychiatrique qui a pas vraiment le temps pour l'amour parce que il travaille déjà, qui s'occupe aussi de son frère un peu plus âgé qui est autiste, il me semble. Il va rencontrer une autrice qui est super connue, qui écrit des livres jeunesse pour enfants, qui en fait a un trouble de la personnalité et qui est surtout super arrogante, voire même détestable par moments. Et en fait, mutuellement, ils vont s'aider à grandir, à passer... outre certains traumatismes, etc. Et vraiment, c'est super beau. Enfin, ça pose des questions sur la parentalité, sur le deuil, etc. qui sont très fortes. Enfin, en fait, j'avais pas vraiment l'impression de regarder ce que je pensais qu'un K-drama était. Et voilà, rien que pour ça, je vous invite à le regarder. Peu importe vos a priori, c'est vraiment très beau à regarder. Bon, et j'avoue, une fois que je me suis plongée là-dedans, je me suis dit, bon, t'en as aimé un, il n'y a pas de raison que t'en aimes pas d'autres. Et en effet, il n'y a pas de raison que j'en aime pas d'autres. J'ai donc regardé Crash Landing on You,
qui est un autre K-drama aussi disponible sur Netflix, qui fait partie des séries que j'ai regardées dans ma vie où il y a les scènes les plus émouvantes de tous les temps. Enfin vraiment, il y a des scènes, rien que d'y repenser, j'ai les larmes aux yeux qui montent, vous voyez. C'est l'histoire de Yoon Se-ri, qui est une jeune héritière d'un gros truc giga riche en Corée du Sud, etc. Qui un jour va se dire « Oh, si je faisais du parapente à Séoul, c'est super, j'adore faire ça !» Qui va faire du parapente, et là, d'un coup, petite tornade. Et elle va se retrouver dans la zone dématérialisée, interdite aux civils, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et c'est un officier de l'armée nord-coréenne qui va la retrouver. Bon, au départ, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui dire de se barrer. Ensuite, il veut la tuer. Et finalement, de fil en aiguille, bon, il va peut-être essayer de l'aider. Et vraiment, j'ai ri, j'ai pleuré, je me suis inquiétée, j'ai aimé les personnages. C'était trop bien. Et en fait, ce que j'ai trop aimé aussi, c'est qu'il y avait un peu des enjeux politiques. Bon alors, évidemment, j'ai aucune idée d'à quel point tout est inventé ou pas. Il y a peut-être des mini-aspects vrais, peut-être beaucoup d'aspects vrais. Mais c'était quand même trop intéressant parce que de toute manière générale, que ce soit dans mes lectures, dans les films, etc. Moi, j'aime bien quand il y a des petits enjeux politiques, des questionnements et tout. Je trouve ça rajoute une profondeur à l'œuvre qu'on regarde. Et là, c'était le cas et c'était trop bien. Juste, je me rends compte qu'en fait, les K-dramas, j'aime bien quand, oui, il y a de la romance, mais que c'est pas le seul sujet. Et là, c'est pas le seul sujet. Donc c'est très bien. Et le dernier dont je veux vous parler, c'est encore un K-drama, mais qui est d'un tout autre style, puisque c'est un K-drama fantastique. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Moi qui adore la fantasy en livre, pourquoi pas en K-drama. Ça a été une très grande réussite. C'est Alchemy of Souls. Ça se passe dans un pays fictif dans lequel il y a des jeunes mages qui ont des pouvoirs magiques et dans lequel il y a un peu un truc supérieur qui est genre l'alchimie des âmes, qui est une magie totalement interdite. Et ce K-drama, c'est l'histoire d'une femme, d'une guerrière même, qui est ultra badass, qui s'appelle Naksu. Et en fait, qui va se retrouver avec l'âme coincée dans un corps qui est super faible, d'une femme qui est aveugle en plus. Donc vraiment, pour une guerrière qui est censée être super badass, on a connu mieux. Et elle va se retrouver mêlée à Jungkook, qui est un mage un peu connu, fils d'une riche famille, etc. Et elle va devenir à la fois son maître, pour lui apprendre à se battre, et sa servante. Et pareil, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai trop kiffé, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient trop bien. Enfin vraiment, le côté fantastique et tout, c'était trop génial. Les questions de magie, incroyables. Pareil, plein d'enjeux politiques, parce qu'il y a différentes castes de mages, etc. C'est peut-être le K-drama qui peut le plus plaire à des gens qui, genre, ont un peu peur du côté romance et qui aiment juste bien les trucs fantastiques. J'en profite pour dire que c'est parmi vous, il y a des personnes qui regardent des K-dramas et qui ont des K-dramas à me conseiller. Bon, sachant que vous voyez un peu le style de truc que j'aime, n'hésitez pas, ça me servira, c'est sûr. Et on termine avec mon classique pot pourri, un peu les choses dont j'aimerais vous parler, que j'ai vu, fait, etc. ces derniers mois, mais qui méritaient pas une partie à part entière pour la simple et bonne raison qu'ils sont un peu seuls dans leur catégorie. La première chose, très rapidement, je me suis inscrite à la salle de sport. Je sais, vous êtes choqués, moi-même je le suis. Avec ma meilleure copine, on fait des cours collectifs et ça change ma vie. Et vraiment, c'est trop bien. Je suis une personne qui n'aime pas vraiment le sport à la base, qui ne me définit pas comme sportive. Mais là, j'ai décidé que je changeais ma façon de penser. Ça y est, je suis super sportive, j'adore le sport. Donc là, je paye genre 9,90 par mois et après, ça passera à 39,90 par mois. C'est un budget, mais j'en suis très contente et je trouve que pour avoir tous les cours que je veux en illimité, ça va. C'est correct. J'ai été au théâtre à 2 reprises depuis que je suis à Paris. J'ai un peu du mal à aller au théâtre pour l'instant parce que j'ai l'impression que ça va être super cher alors qu'en vrai, il y a des trucs qui sont pas si chers que ça. J'ai notamment été voir avec mes parents et pendant ce temps, Simone Veil. C'est une pièce de théâtre qui existe depuis assez longtemps, qui n'est pas toujours jouée par les mêmes actrices, etc. C'est une pièce qui retrace un peu différentes étapes liées aux féministes au travers du temps. Il y a 2 ou 3 aspects qui m'ont un peu trigger, où j'étais pas tout à fait d'accord pendant la pièce, mais de manière générale, j'ai trouvé que c'était trop bien. Un bon moyen de sensibiliser des gens qui sont pas forcément sensibilisés, et j'ai pas mal rigolé à des moments. En plus, je m'attendais pas du tout, mais il y avait du chant, en plus du théâtre et tout. Enfin, franchement, c'est une très très bonne pièce. Juste voilà, bon, étant assez informée sur certains sujets, quand il y a des choses qui sont dites avec lesquelles je suis pas d'accord, j'ai toujours ce petit moment de crispation. Mais globalement, c'était une très bonne pièce, et surtout, je suis très très contente de retourner au théâtre. J'ai également été voir Harry Styles en concert. C'est pour ça que j'ai sorti le petit t-shirt pour l'occasion. J'y étais avec mes 2 meilleures copines. C'était trop bien. J'avais pas fait de concert depuis 2017, qui était genre un de mes premiers concerts de toute ma vie de manière générale. En plus, là, c'était au Stade de France, donc vraiment, c'est genre l'explosion de tout ce qu'un concert peut être. J'ai passé un trop bon moment. Je sais pas trop quoi dire de plus, mais vraiment juste c'était un moment de pur bonheur et je suis trop contente de ça. Je pense que c'est un peu tout ce dont je voulais vous parler d'un point de vue culturel. Ça fait déjà pas mal, sachant que j'ai essayé de garder que les trucs un peu positifs. Oh, mais je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai oublié de vous remercier. On a dépassé les 2000 abonnés. Et vraiment, ça je m'y attendais pas du tout. Et juste c'est trop ouf parce que
Enfin, il y a 2000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, genre qui connaissent Happy Lune, c'est fort. Je parle dans le vide, mais juste merci. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous continuez à aimer ce que je fais, même si je le fais moins souvent. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça aide énormément la chaîne et ça me pousse aussi à me dire que bah, c'est bien que je continue. Je sais pas comment finir cette vidéo, ça fait trop longtemps, mais avec la classique, merci!